Voilà. Donc, en fait, moi, à la base, je viens du monde du jeu vidéo, de l'animation et des expériences immersives. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille avec le Japon. J'ai intégré l'IA d'une façon très personnelle. Et c'est une méthode et une vision que je partage aussi avec Dimitri. La première des choses, c'est de surtout, en fait, adopter une approche qu'on appelle consciente en tant qu'artiste et se connaître pour faire, on va dire, les bons choix. Quand je parle de se connaître, c'est connaître ses forces et ses faiblesses en tant que scénariste interactif, mais pas que. Dimitri, d'ailleurs, est-ce que tu voudrais partager avec moi, toi, en tant qu'artiste, en tant que photographe et beaucoup d'autres choses, comment toi tu abordes cette partie-là ? Alors, en fait, déjà pour résumer un tout petit peu ma carrière, je suis passé de la photographie analogique dans les années 2000 à la photographie numérique. Donc j'ai déjà vécu une première transition qui faisait peur à l'époque. Quand on se rappelle les photographes en 2003-2004, les gens avaient peur en disant oui, le numérique, ça va modifier tout le travail, on va avoir des nouveaux arrivants sur le marché. Et donc il y avait déjà cette peur. Et ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec l'IA, c'est un peu le même phénomène. Sauf que ma vision, c'est de dire au contraire, il faut embrasser l'IA, puisqu'on a, en tant que photographe, on a développé déjà pendant plusieurs années une vision personnelle, et que justement en enrichissant cette IA avec nos propres éléments, avec notre propre culture, notre propre vision, on peut développer un outil et on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire pendant des années. Moi, j'ai utilisé des images anciennes, des idées anciennes que j'ai remixées dans l'IA, et du coup, c'est vraiment un outil qui permet d'augmenter la création plutôt que de se limiter. Après, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on va en faire, mais je vais laisser oui. Olivia Condon. Alors ensuite, donc, je vais mettre là, désolée. Par rapport à ce que j'avais préparé en tant que scénariste interactive, donc c'est-à-dire, je pense que vous connaissez la différence, un scénariste linéaire, donc il parle de son histoire, il la fait vivre, mais un scénariste interactif, il va laisser toutes sortes de choix au joueur ou à l'utilisateur afin qu'il crée sa propre expérience. Et dans ce travail, donc en fait, si on veut intégrer l'IA de façon intéressante en tant que scénariste, on ne va pas forcément bouger ces outils. Moi, par exemple, en tant que scénariste, j'utilise un outil qui s'appelle Twin, qui est un outil gratuit open source, qui va nous permettre, en fait, avec mon équipe, de travailler ensemble sur cette histoire. Les seuls moments où je vais utiliser l'intelligence artificielle, j'ai décidé de l'utiliser sur 3 points où je sais que ça va vraiment m'apporter quelque chose. Donc il y a vraiment un travail très personnel, comme tu l'as évoqué, un travail où vraiment on sait quelle est la frontière, on va dire, entre ce qui est à moi et ce que l'outil va apporter. Vas-y. C'est la vision qui est importante, c'est pas l'outil. L'outil est justement dans cette première transition de l'analogue vers le numérique. Pourquoi je vais commencer à utiliser du numérique ? Parce qu'à ce moment-là, je faisais énormément de montage. J'ai commencé avec du Photoshop. Les premiers montages, on les faisait avec de l'analogue. C'était complexe, ça prenait du temps. D'un seul coup, le numérique arrive. C'est pas que la qualité du numérique était parfaite, il y avait plein de défauts, mais justement, le fait de pouvoir augmenter le rythme de production, de montage. D'un seul coup, on pouvait passer un montage en Photoshop, ça prenait, quand on était sur du négatif, il fallait scanner 4, 5, 10 négatifs. Là, dans mon cas, j'ai pu scanner jusqu'à 50 négatifs pour faire une image. Là, d'un seul coup, avec le numérique, j'avais plus besoin de scan. Du coup, en une journée, on a fait le travail qu'il aurait fallu peut-être une semaine auparavant. Et l'IA, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter effectivement des étapes qui sont laborieuses, on va dire, dans la création. Mais il y a des étapes dans la photographie, dans le montage, dans tout ça qui sont pas... qui personnellement ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est le rendu. Et donc ça va nous permettre d'aller plus rapide sur l'essentiel. Mais encore une fois, c'est la vision qui est primordiale, c'est la singularité de cette vision. Pour moi, ce n'est pas l'outil qui va choisir pour moi ce qu'il va faire. C'est que je vais aller... Déjà, il faut comprendre l'outil, donc pour éviter les biais, pour éviter de véhiculer des idées, des concepts qui ne sont pas à nous. Donc il y a une connaissance de l'outil, et c'est là où un photographe, par exemple, qui a 5, 10, 15, 20 ans d'expérience, a déjà un regard sur l'image. Donc quand il va voir une image qui est créée en IA, il va tout de suite voir quels sont les défauts de cette image.
Et c'est un plus par rapport à quelqu'un qui va arriver, qui va être novice dans le milieu de l'IA, qui effectivement peut amener quelque chose de nouveau, mais qui n'aura pas la connaissance de cette image. Et je pense que c'est tout l'intérêt et la priorité de faire comprendre aux gens, en particulier aux photographes, aux artistes, aux illustrateurs, que c'est un outil dont il faut se saisir rapidement. Parce que si on ne le fait pas maintenant, mais j'ai connu cette première transition avec les photographes, il a fallu 7 ans entre le moment où la photographie numérique est arrivée et l'adoption totale. Et pendant les 3, 4, 5 premières années, il y avait cette peur des photographes qui me disaient mais t'es dingue, pourquoi tu fais du numérique, c'est pourri, c'est pas de bonne qualité. Oui, mais j'étais ce qu'on appelle un early adopters. Et 7 ans plus tard, tous les photographes qui étaient contre, ils ont fini par y passer. Et si on fait le parallèle avec la peinture, avec la transition entre la peinture et la photographie, il s'est passé exactement la même chose. Donc voilà, c'est plus une approche personnelle que je voulais partager. Et je vais rebondir là-dessus, donc je vais dire next 2 fois, si c'est possible. Ça, je vais vous montrer. Alors, ce dont parle Dimitri, en fait, nous, effectivement, on fait en sorte de créer une méthode qui va nous permettre de personnaliser notre processus d'écriture, d'écriture interactive pour moi, processus créatif pour toi. Donc le fait est, on nourrit en fait l'outil avec déjà nos propres travaux. On a déjà en fait on a une communication très claire avec nous-mêmes et donc avec l'outil. Ça c'est très important. On a une connaissance des compétences humaines nécessaires pour pouvoir travailler avec cet outil. Donc le fait de pouvoir d'organiser son travail, de pouvoir s'organiser, parce que je pense que vous l'avez tous vu, il y a énormément d'outils à l'heure actuelle qui sont proposés pour toutes sortes de secteurs différents. Donc il faut être très clair, enfin, encore une fois, sur ce que vous voulez que l'IA apporte à votre travail. Si je peux avoir encore un petit next une fois, s'il vous plaît. Voilà. Donc moi, par exemple, je suis venue très humblement avec ma méthode de travail. Donc cet outil que j'utilise depuis plusieurs années, qui me permet de faire des scénarios pour toutes sortes d'expériences, jeux vidéo, expériences immersives, Twin, qui est un outil en ligne. Je vais, au fur et à mesure, travailler donc sur 3 points. J'ai décidé en fait que l'IA va m'apporter de l'aide sur certains éléments, comme par exemple des nœuds décisionnels, des descriptions un peu plus riches, des variations de lieux ou on va dire des fins alternatives. Donc ça, en fait, c'est vraiment ma technique de mise en place avec mon équipe, parce que je ne travaille pas seule, et j'ai besoin de partager cette vision dont tu parlais, cette vision avec l'équipe pour être sûr qu'au fur et à mesure, ce que je vais enrichir avec l'IA soit toujours en correspondance totale avec ma vision. C'est enrichir la singularité, encore une fois, c'est vraiment aller chercher dans ses propres connaissances, quand vous êtes photographe, illustrateur, peu importe, d'aller chercher dans ses propres connaissances, dans ses propres ressources, encore une fois. Moi, je l'utilise dans tout maintenant, dans l'écriture, justement, c'est un outil qui m'a permis de me donner une voix. Ce que, en tant que photographe, je faisais au travers de l'image, maintenant, je peux le faire au travers du texte. Mais ce texte, encore une fois, c'est pas le résultat d'un prompt et d'une sortie, c'est nourrir avec toutes vos connaissances, avec toute votre culture, avec tout ça. Et c'est justement éviter cette standardisation et comprendre l'outil pour éviter la standardisation. Et c'est ça le plus important, je pense, quand on est artiste ou créateur, c'est de comprendre son outil pour pouvoir ensuite l'emmener beaucoup plus loin et pas se laisser... Une petite anecdote, l'autre jour, il y avait un artiste qui me montre une série d'images c'était dans une galerie, des images noir et blanc, un peu photographie antique, on va dire, avec un procédé qui semblait ancien. Et je regarde la série d'images autour de moi et je lui dis, mais en fait, c'est de l'IA. Il me regarde avec des yeux comme ça, alors qu'on était sur un procédé de tirage vraiment à l'ancienne, sur papier, avec une émulsion qu'il avait développée lui-même. Et il me dit, mais comment tu sais ça? Je lui dis, en fait, il suffit de regarder le visage de ce personnage. Le visage, c'est un visage mi-journée. Voilà. Et donc c'est ça, c'est d'apprendre à reconnaître. Alors effectivement, je pense que la plupart des gens n'auraient pas vu ce détail, mais quand vous êtes artiste, vous ne pouvez pas utiliser un outil sans en connaître toutes ses faiblesses. Et d'être capable de voir ce petit détail qu'une autre personne ne va pas voir, forcément, c'est important. C'est un plus. Voilà. C'est un plus. Je peux avoir un next 2 fois encore, s'il vous plaît?
Voilà, donc dans la partie on a parlé de la maîtrise technique pour chaque artiste, chaque corps de métier, la vision artistique qui doit être affirmée par l'artiste, la méthode personnalisée où on prend vraiment en compte tous les éléments par rapport à soi-même, ses forces, ses faiblesses, est-ce qu'on décide, on se positionne par rapport à l'outil, on voit avec nous-mêmes ce dont on veut vraiment, comment on veut augmenter certaines parties de son travail ou pas. Et puis il y a un usage où en fait on sait très bien, comme l'a expliqué Dimitri, on nourrit l'outil avec des éléments qui sont à nous et on fait en sorte toujours de garder une structure et une vision très claire avec ce qu'on veut comme output, comme élément de sortie, bien sûr, avec notre outil. Ce qui est intéressant en fait, c'est que l'intelligence artificielle aussi, elle a permis à beaucoup d'artistes aussi de trouver aussi des nouveaux formats, mais aussi de tenter des choses. Donc là aujourd'hui, j'avais amené, j'ai 2 artistes avec qui je travaille, qui sont actuellement donc Ryuichi Wada, qui est japonais, un artiste très connu au Japon, et Yves Dalbiez. Ce sont des artistes qui se sont appropriés l'IA de différentes manières. Donc on collabore, nous sommes des créateurs d'histoire, mais chacun des deux a utilisé et intégré l'IA de façon très très différente et personnelle. Au niveau de l'innovation, qu'est-ce que pour toi en fait en tant qu'artiste, pour toi l'innovation c'est apporté par l'IA, ça se concrétise par quoi? En fait, pour moi à l'heure actuelle, en fait, je vais chercher, l'innovation, elle va se passer dans ce qui va arriver maintenant. C'est plus tellement je suis plus vraiment en émerveillement devant l'outil, parce que l'outil, voilà, on sait qu'ils sont capables de faire des images photoréalistes, il n'y a plus aucun doute là-dessus. L'émerveillement, il arrivera pour moi le jour où on va développer une vision authentique, où on va développer des images qui sortent de l'ordinaire. Et quand je dis qu'ils sortent de l'ordinaire, c'est pas un homme avec une tête de girafe ou ce genre de choses. C'est vraiment développer des écritures, des textures, d'aller plus loin dans cette image, où on va éviter de... Comment dire ? C'est aller rechercher plus loin dans la création, dans la compréhension de l'outil. À l'heure actuelle, justement, moi, j'ai presque arrêté la création. Je suis passé plus sur des côtés des notions d'éthique. Je travaille sur des chartes avec des avocats, avec des philosophes, justement pour une réflexion pour qu'est-ce qu'on va faire de cet outil et comment se l'approprier pour qu'il soit, qui nous aide et qui nous remplace pas, justement, parce que cette idée de remplacement, on en entend beaucoup. Oui, ça peut nous remplacer, ça va automatiser, mais ce que j'espère, c'est que justement, on va aller chercher plus loin et qu'on va éviter cette standardisation pour, au contraire, développer et augmenter nos capacités créatives. Merci Dimitri. En fait, donc, dans ce que je voulais présenter aussi avec cette méthode de travail, c'est que justement, nous, en tant que scénaristes interactifs, quand on livre certains projets, c'est très important d'être très clair sur comment on a travaillé et ce que l'IA a apporté et comment ça a été, comment on l'a utilisé à tel ou tel moment de l'expérience. Donc en fait, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, quand tu utilises cet outil, tu gagnes du temps. Alors oui et non. Je vais gagner du temps pour certaines étapes où c'est peut-être plus laborieux. Moi, par exemple, avoir la vision, les grands traits, le scénario en branchement, c'est-à-dire les choix dans les grandes lignes, je suis tout à fait à l'aise. Maintenant, pour les éléments où j'ai besoin de plus de détails, de faire comme je l'ai montré tout à l'heure, les 3 points sur des fins différentes, sur des descriptions plus riches, ou tout simplement des nœuds décisionnels qui des fois sont des épreuves avec certains projets, l'IA va m'aider. Mais à chaque fois, je mets un rapport en fait à disposition pour les clients, pour que justement ils comprennent pourquoi j'ai choisi tel ou tel critère, qu'est-ce que ça a véritablement apporté au projet, quelles sont en fait toutes les interventions de l'IA, parce que pour moi c'est important qu'il y ait une cartographie pour moi et pour eux. Et je pense que l'accélération, elle n'est pas si évidente que ça. Je travaille à l'heure actuelle, puisque je représente des artistes aussi en IA, justement, des artistes qui ont des voix, qui ont une singularité. Et on travaille à l'heure actuelle sur une campagne internationale pour le luxe. Et en fait, le processus créatif, il n'est pas vraiment accéléré. C'est-à-dire qu'effectivement, on a gagné du temps par rapport à la phase de production et de la phase du shooting de l'image, mais finalement, toute la post-production est aussi longue qu'avant. Pourquoi ? Parce que les changements dans l'IA, ils ne sont pas plus faciles que Photoshop. Et le temps qu'il vous fallait avec Photoshop pour faire un changement, c'est le même qu'il vous faut pour l'IA, parce que l'IA finalement n'est pas si flexible que ça. Quand vous devez refaire
une partie de l'image ou modifier des choses à la demande d'un client. C'est facile de mettre une image avec le logo Dior ou le logo Chanel dessus quand vous n'avez pas de client. Effectivement, l'IA, vous le faites très bien. Maintenant, quand vous avez une demande client et qui vous demande de modifier juste le petit nuage qui est derrière, mais pas tout le reste, et puis on voulait changer la chromie, mais pas le... Dans ces cas-là, l'IA n'est pas du tout flexible. Et donc, chaque artiste va développer son propre moyen, son propre processus créatif, mais ça accélère pas tant que ça, la réalité, en fait. Donc, il faut bien garder ça en tête pour le moment. Et nous, ce qu'on valorise, encore une fois, c'est la vision de l'artiste, c'est pas l'outil. C'est bien de prendre un artiste qui est généraliste et qui peut faire n'importe quoi. Ce que moi j'avais identifié sur certains textes, c'est d'un côté il y a la photographie, ce qu'on appelle le pack shot, le pack shot, effectivement, qui correspond à un type d'image, et puis il y a la photographie d'auteur, qui elle correspond à un autre type d'image. Et je pense que dans l'IA, on va avoir ces mêmes secteurs qui vont se reproduire, où finalement, d'un côté, vous allez avoir une image avec une vision, et dans ce cas-là, ce sera une commande avec un auteur. Et ce qu'on valorise, c'est pas l'IA, c'est pas l'outil, c'est l'auteur, et c'est c'est la position qu'on a pris maintenant, c'est la position que j'ai pris maintenant, justement, quand je défends des artistes. Comme je disais, j'ai un peu arrêté la création. Mais Et c'est encore une fois, c'est une valorisation, c'est dans le discours qu'on va avoir. Cette valorisation, c'est la valorisation de l'homme, de la création, de l'humain, pas de l'outil. Il faut arrêter, je pense, cette valorisation de l'outil, parce que l'outil, c'est un pinceau. Voilà, exactement. Après, il y a aussi une chose intéressante, et c'est intéressant d'en discuter aussi avec toi par rapport à ça, c'est qu'on va voir, pour moi, arriver des nouvelles compétences, des nouvelles choses, des nouveaux métiers. Alors, bien sûr, tout le monde va dire le prompt engineering. Pas du tout. Absolument pas. Le prompt engineering, ce qui vient de sortir la semaine dernière avec l'Office américain du copyright, vient clairement de dire que le prompt engineering, c'est pas suffisant pour obtenir un copyright. C'est dans la conclusion du dossier qui est sorti la semaine dernière, c'est ça. Une image uniquement faite avec un prompt engineering ne peut pas justifier d'un copyright. Donc déjà, ça met les choses suffisamment claires. Est-ce que vous pourriez mettre la vidéo sur Ryoichi Wada, s'il vous plaît? Hello everyone. My name is Ryoichi Wada, a Japanese content creator. 日本のクリエイターの和田洋一と申します。まずはこの素晴らしい機会を提供してくださったオリビアさんに、心より、感謝を意を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。本当はですね、直接皆さんにお会いしてご挨拶をしたかったんですけれども、今回はビデオでの紹介をお許しいただければと思います。東京からお送りさせていただいてます。僕は日本で劇作家としてキャリアをスタートしまして、エンターテインメント業界に関わって20年になります。皆さん見た目が若いって言うんですけど、実は僕、こう見えて38歳です。ありがとうございます。簡単に僕の経歴を紹介させてください。2022年に僕が20代の時に書いた戯曲がフランスの、映画ファイナルカットとして映画化され、カンヌ国際映画祭の2022年のオープニングの作品に選ばれました。オープニングナイトでレッドカーペットを歩けたことは本当に光栄で、かけがえのない体験でした。だからフランスが大好きなんです。その後ですね、グローバルヒットを目指すアニメ作品の制作に取り組み始めました。今ではストリーミングプラットフォームを通じて世界中の人々がアニメを視聴できますし、スマートフォンの普及によって短尺コンテンツの人気は高まっています。僕はそこにグローバル IP を築く大きなチャンスがあるんじゃないかと感じています。縦型2分のショートアニメの企画制作スタジオ、そしてそれ専用のプラットフォームであるポケットアニメの開発に力を注いでいます。こういった取り組みの背景には、生成 AI の存在があります。単にコストを下げてコンテンツを量産するのではなくて、クリエイティブなプロセスに高めて、アーティスティックな水準を維持しながら持続可能な手法を実現したいと考えています。AI を活用することでアニメ制作の一部を効率化して、これまで埋もれていたかもしれない多様なクリエイターとの作品をアニメ化できるようになります。僕は世界中の素晴らしい AI クリエイターたちと日々コラボレーションを行っており、クオリティや芸術性を大切にしたコンテンツを制作しています。僕たちは AI を単なるコスト削減ツールじゃなくて、人間の才能を補完し、新たなアイデアを導き出す創造のアシスタントとして位置づけています。人間本来のクオリティを損なわない形で一緒に共存していきたいなと思っています。環境への責任も認識しています。
フランスでは2024年1月に AI のサステナビリティに関する枠組みが決まり、僕たちはそれに準拠することを目指しています。さらに僕たちは成功指標を単なる制作数ではなくて、環境への影響やアーティストの満足度、そしてフランスの文化的要素をどれだけ効率的に、効果的に取り入れられるかといった質的なベンチマークも測るようにしていきます。これによってコンテンツ制作を意味のある持続可能な成長へと導けるようにしています。ポケットアニメは2分間のショートアニメを世界に向けて配信するプラットフォームを目指します。AI の力を借りて制作のスピードを上げることで、これまで注目されてこなかったクリエイターを支援します。SNS や YouTube が新しい才能を発掘したように、ポケットアニメもアニメ分野で同様の役割を果たし、そこから映画やゲーム、漫画、オリジナルのストーリーワールドなど、より大きな展開につなげる可能性を秘めていると考えています。僕は、フランスの映画、アニメ文化、そして AI に対する姿勢に対して非常にリスペクトを持っています。ポケットアニメをフランスのストーリーテリングの強みと日本の独特なビジュアル表現を融合させる、フランスと日本のクリエイティブラボとして位置づけていきたいと考えています。テクノロジーを国際協力の手段として活用することで、クリエイターたちが AI にとって変わられるのではなく、共に前進していけるようにするのが僕たちの理想です。僕らのプラットフォームでは、例えば以下のような要素を予定しています。No.1、フランスのアニメーション専門家と共同で開発する専門のトレーニングプログラム。No.2、フランスの規制に沿ったサステナブルな AI 活用のガイドライン。No.3、フランスの知的財産やクリエイティブ権を、保護する仕組み。No.4、フランス人アーティストと日本人アーティストが互いに芸術的個性を尊重しながらコラボできる場所。具体的にはフランスの映画祭でポケットアニメのコンテンツをお披露目したり、地元スタジオと AI を活用した共同制作を立ち上げることなども考えられます。僕は東京のアイコンである東京タワーや京都の大型エンターテインメント事業に関わるプロデューサーでもあるので、これをですね、象徴的な日本の会場とフランスのエンターテインメントを組み合わせるようなアイデアも計画しています。以上が僕の経歴と AI が僕のクリエイティブプロセスについて果たす役割、それからポケットアニメのプロジェクトビジョン、フランスとの共同をどのように捉えているかの概要になります。ポケットアニメをフランスと日本のアーティストが一つにつながる革新的なクリエイティブ空間に育てていきたいなと思っています。二つの国の芸術的伝統を尊重しながら有意義なコンテンツを生み出していきたいです。このフランスとのパートナーシップは互いの強みを生かし、エンターテインメントの新たなフロンティアを切り開く絶好の機会だと思っています。僕自身、フランスの映画文化、アニメーションのクリエイターと一緒に仕事をすることにとても大きな期待を寄せています。ぜひ一緒に新しい未来を築いていきましょう。本日はお聞きいただいて誠にありがとうございます。次回はぜひ、パリで会えたらなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。